Allez, je lance le live. J'attends que les premiers puissent arriver. On va attendre qu'on soit un petit peu plus nombreux sur le live. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous, j'attends que vous arriviez. On va essayer de... comme ça, je fais l'introduction pour tout le monde. Enfin, si je peux appeler ça une introduction, parce que je suis chef à la matière pour préparer. J'adore préparer. Rien du tout. Là, j'ai un peu plus griffonné deux, trois bricoles quand même. Un peu plus. Salut à tous, merci à tous ceux qui nous rejoignent. On va attendre d'être encore 2 petites minutes et après on va démarrer. Voilà, bon, déjà merci à tous. Merci à tous de nous rejoindre. On va essayer de s'amuser un peu. On va essayer quand même de traiter ce sujet de manière la plus intellectuelle possible, si je puis dire. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de pas y mettre nos émotions de trop dedans. Tout simplement, et essayer de traiter les choses le plus froidement et le plus rationnellement possible. Et évidemment, essayer de le transposer, ces sujets-là, régulièrement à la mécanique de la vie, pour montrer qu'en fait, les sujets qui traitent de la mécanique de la vie sont de l'ordre des lois de l'univers, et donc elles sont transposables plus ou moins à l'infini. Donc c'est ce qu'on va essayer de s'efforcer de faire. Alors je sais que c'est un sujet qui peut défouler les passions, c'est un peu comme la religion. Donc là, le but, c'est pas de le traiter de manière strictement politique en disant lui il est mauvais, ça c'est bien, ça c'est mal. Le but, c'est simplement transposer mécanique de la vie, essayer d'intellectualiser le truc, essayer d'être très rationnel. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, il y en a qui font des blagues dessous, c'est pour ça que ça m'a coupé. Bon, mais écoutez, on va démarrer. Ce que je vous propose, moi, je vais dérouler un petit peu. Et ça pose une introduction, ça permet un petit peu de voir où on va aller. Et ensuite, si vous voulez, on essaye si vous avez des questions ou une opinion, etc. Voilà, mettez-les dessous. Et je le redis, ce sujet est particulier, donc je vous somme à tous d'être le plus tolérant possible. Voilà, intellectuellement tolérant. Allez, c'est parti. Donc pourquoi la politique? Parce que je pense déjà que tout ce qui gravite autour est un sujet qui mérite d'être traité. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on peut pas faire de la mécanique de la vie et demander à être un être de conscience sans connaître l'environnement que les humains ont autour d'eux. Donc je pense que ça fait partie des sujets qu'un être de raison, un être dans un cheminement personnel est obligé de traiter à un moment ou à un autre. Parce que la politique qui est menée par une nation ou un monde va l'influer dans son quotidien. Donc il est obligé, pour lui devenir un être adapté, de considérer ces paramètres-là, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit passer du temps à étudier ces sujets-là, tout simplement. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est comprendre qu'en fait la passerelle pour factualiser tout diagnostic de vie ou tout diagnostic philosophique, c'est-à-dire le mettre à disposition des individus, c'est la politique. Qu'on le veuille ou non, on est obligé de passer par là. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on aborde habituellement, c'est à une échelle qui est plutôt individuelle, même si à des moments les sujets vont aller sur la collectivité, mais on n'aura pas d'influence collective. Ça sera une influence qui sera extrêmement infime à ce sujet. Là, l'intérêt de la politique, notamment, et de tout ce qui va graviter autour, c'est comment en fait l'influence que ça va avoir sur un ensemble d'individus, un ensemble de citoyens, sur la cité qui est la définition un peu initiale, et sur la vie des gens. Voilà. Donc je vais démarrer maintenant. La politique, en fait, le gros problème pour moi de ce sujet-là, c'est qu'en fait on a oublié sa fonction. La fonction, normalement, la fonction initiale, c'est dans une dynamique d'amélioration de la vie des citoyens. En d'autres termes, la politique, sa fonction est d'améliorer le bonheur des citoyens. Donc ça veut dire que normalement, toute pensée, tout acte politique, tout débat, tout sujet ne devrait jamais oublier cet objectif initial qui est en fait comment je peux améliorer la vie de mes citoyens et de la cité. Voilà, ça c'est la fonction même. Parce que moi, très souvent, je m'éprenais à rêver de mon canapé et je suivais des débats parfois télévisés. Alors il y en a un qui vous parle de pleine croissance, il y en a un qui vous parle d'emploi, il y en a un qui vous parle d'Europe, d'autres d'Union européenne, tout ce que vous voulez. Et en fait, j'ai toujours eu envie de dire, mais ça sert à quoi? En fait, ça sert à quoi?
Ok, demain on y arrive, on a le plein emploi, on a de la croissance, très bien, on a la sécu qui fonctionne avec du pognon devant elle, très bien. On a de l'exportation, très bien. Ça sert à quoi? Et je pense que les gens, je pense qu'ils auraient pas été capables de répondre à cette question simplement pour une seule et bonne raison. C'est qu'ils ne se posent même plus la question eux-mêmes. Alors qu'en fait, s'ils gardaient à l'esprit, parce que c'est cool si j'ai de la croissance et du plein emploi, mais si derrière ma société, en fait, je suis un générateur à dépressif, tout le monde tourne entre la réalité virtuelle, des anxiolytiques, tout le monde fait un burn-out tous les 3 ans. Bon, en fait, j'ai créé une société qui sert à que dalle, voilà. Donc, j'ai le plein emploi, j'ai ceci, j'ai cela, mais à la fin, comme mon PIB, je continue de le calculer avec des chiffres de pognon et non des chiffres de raison qui seraient en fait, il faudrait presque, bon là c'est utopiste, hein, mais c'est pour rigoler, mais il faudrait un PIB en bonheur presque. Ben, à partir de là, je ne vois pas si les fruits que j'ai produits sont positifs ou négatifs pour ma nation ou ma civilisation. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème. C'est que les mecs ont complètement oublié, oublié, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas de volonté évidemment de produire du bien. Mais toutefois, je pense que déjà, nous, on est obligé quand on démarre ces sujets-là, de pas oublier à quoi ça sert. Si tout ce que je produis n'améliore pas le bonheur de mes citoyens, ça sert à que dalle. Voilà. Je vais pas me répéter, mais c'est la première chose à définir. Bon. Voilà, le problème qu'il y a, c'est qu'ensuite, maintenant, on va continuer. C'est de l'introduction, mais qui est fondamentale pour moi. Ça permet de savoir dans quelle direction on doit aller quand on parle de ces sujets-là. Ensuite, maintenant, il y a un deuxième truc qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, le bonheur, je l'ai déjà abordé brièvement, je vais le refaire parce que ça pose aussi l'introduction. C'est un sentiment qui est continu, d'accord. La dissociation philosophique que je fais entre du bonheur ou de la joie, c'est l'aspect continu. Pourquoi? Parce qu'en fait, la joie, le plaisir, sont des moments qui sont passagers. Le bonheur, dans son absolu philosophique, sera un sentiment qui serait continu. Continu, pour le dire, ça veut dire pas d'arrêt de temps, comme j'avais déjà dit, ça veut dire que il faudrait pas avoir de support biologique, c'est-à-dire un corps, donc on va dire qu'il est pas sur Terre, mais pour dire. Ça veut dire que la satisfaction, le bonheur, trouve son origine et sa force dans la continuité. Donc, continuité, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'arrêt de temps. Donc, ça veut dire de la liberté, pas d'arrêt de temps. Donc, le bonheur converge avec la liberté. C'est ce qui doit se dégager de ça, sans y passer 3 heures dessus, parce que c'était pas le thème. Maintenant, le paradoxe, c'est qu'on a créé une société d'obligation. Donc en somme, aujourd'hui, on a créé une société qui va à l'encontre même de la définition du bonheur. Donc il est compliqué, avec ce diagnostic, d'avoir une société qui soit satisfaisante et dans laquelle il soit facile de s'épanouir. Parce que si elle s'est créée en étant en contradiction totale de la définition même de ce que nous venons chercher sur Terre, à partir de là, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc, une société est là pour produire des libertés dans un cadre établi, évidemment. Pourquoi? Pour améliorer le bonheur des citoyens, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pour poser la base. Voilà. La deuxième chose qui est importante à définir, c'est les régimes dans lesquels nous sommes. Alors, les régimes, si je puis dire, c'est-à-dire que nous sommes théoriquement dans des systèmes qui se veuillent démocratiques. Le problème du mot démocratique, ça veut dire, c'est démoskratos, si ma mémoire est bonne, ça veut dire pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple, quand on pose la question en France, par exemple, le peuple a-t-il le pouvoir? Je pense que je ne prends pas de risque à dire non. Voilà, parce que quand vous êtes entre 90 et 149.3 sous la Ve République, par exemple, on n'a pas respecté le référendum de 2005 et tout ce qui se passe aujourd'hui en découle. À partir de là, il est difficile de considérer que le pouvoir est au peuple. Voilà, sachant que ceux qui nous sont élus aujourd'hui, réellement avec la démocratie représentative et de tours, sont élus à une dizaine de pourcents ou une quinzaine. Voilà, sachant qu'en plus on a martelé le cerveau des gens quant à leur dire pour qui ils devaient voter. Donc voilà, tout est altéré. Donc on peut pas dire qu'aujourd'hui le pouvoir soit au peuple. Donc on ne peut pas dire factuellement que nous serions dans un régime qui se voudrait démocratique. Parce que le problème, c'est que dans l'inconscient collectif aujourd'hui, par démocratique, on entend voter. Non, c'est pas parce que tu votes que tu es en démocratie. Voilà, bien loin de là d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est avoué par plusieurs d'entre eux. Bon, je passerai ces détails-là parce que, comme je vous ai dit, je veux pas trop politiser le truc, je veux juste l'intellectualiser, etc. Voilà. Donc ça, c'est concernant l'introduction. Maintenant, je vais essayer de dérouler un peu. Et de le ramener à la mécanique de la vie. Comme je l'ai dit, ensuite, on fera des échanges à travers les questions sans problème.
La première chose, c'est qu'un des fondements, par exemple, de la mécanique de la vie, que j'aime à répéter, c'est la notion d'équilibre, d'accord? Donc là, d'entrée de jeu, dans cette vidéo, comprenez que ce soit la gauche comme la droite, eh ben, en fait, vous pourrez transposer ça de même manière que, comme je le prends à chaque fois, le soleil et la pluie, d'accord? C'est deux opposés. Ça veut dire qu'en fait, les deux opposés sont nécessaires au bon fonctionnement de la nation. Le problème, c'est de penser que toutes les solutions se trouvent d'un côté ou de l'autre. Factuellement, c'est quand même peu probable. Parce que, encore une fois, comme tout est une question d'équilibre, eh bien, en fait, c'est la rencontre de deux extrêmes qui crée la prospérité civilisationnelle, c'est-à-dire l'équilibre qui est nécessaire. Simplement, l'équilibre est variable en fonction des nations et des civilisations. Parce que l'équilibre d'un pays peut-être comme la France, comme l'Espagne, n'est pas celui qu'aura besoin la Chine, les Philippines ou les États-Unis. Parce que l'équilibre est différent. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, c'est le même pays. On a aussi des États au sein même parce qu'il y a des fonctionnements qui sont intrinsèques à ces régions-là. Voilà. Donc ça veut dire que une nation doit se construire dans un équilibre qui lui est spécifique, en fait. C'est pour ça que vous pouvez trouver parfois des petits pays par la taille au milieu d'empires colossaux. Ça veut dire qu'il y a une volonté en fait de vivre ensemble par une infime minorité qui ne voulait pas être assimilée à des gros empires qu'ils avaient à côté. Voilà. Et des exemples, vous en avez partout et vous en avez plein en Europe notamment. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut comprendre, c'est que la solution qui est d'un parti politique ou d'un autre est à mon avis fausse. Si vous mutualisez les deux, mais en fait, vous allez pouvoir trouver un équilibre, et donc cet équilibre-là pour amener la prospérité à votre nation. Parce que si vous avez une société qui n'est traitée que par des idées, par exemple, d'extrême droite, vous allez finir par un moment, 20 ans, 30 ans plus tard, vous finirez par avoir le fascisme, et à l'inverse, chose que j'ai déjà dite, si vous traitez que de manière communiste une société, vous finirez par avoir une guerre civile. Voilà. Parce qu'en fait, d'un côté, le fascisme va être emparenté à la paternité, hein, parce que c'est le côté masculin dans la représentation, dans les stéréotypes, et à l'inverse, le côté extrême gauche va être plus apparenté à la douceur maternelle dans ces stéréotypes. Hein, sinon, je vous renvoie au communisme, enfin au soviétique à l'époque. Voilà. Donc c'est la rencontre entre ces deux qui va faire cet équilibre, parce que si on traite que d'un côté ou de l'autre, en fait, on va aller à la destruction de la société, parce qu'en fait, il n'y aura pas cette prospérité. Donc il faut vraiment comprendre que quelqu'un qui voudrait mener correctement une politique serait obligé, en fait, d'aller piocher là où c'est le plus profitable à ses citoyens, voilà, et qu'en fait il n'a pas à épouser un quelconque bord. Ça c'est dans notre besoin de case et nos créations. Mais dans l'absolu, c'est à mon avis une erreur, voilà, parce qu'à des moments, il n'y a pas, enfin je peux prendre un exemple, il n'y a pas un seul médicament à tous les symptômes. D'accord. Selon la pathologie que vous allez traiter avec un médicament ou un autre. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue politique maintenant, vous ne pouvez pas toujours traiter une problématique de manière sociale ou de manière dure, d'accord ? Voilà. Donc, ça reste un des fondements aussi de la mécanique de la vie qui est transposable. Le problème, en fait, de l'Occident aujourd'hui, notamment, c'est que nous ne vivons pas la réalité, en fait, dans la réalité que nous avons construite. Parce qu'en fait, cette réalité-là, elle est altérée par la dette, d'accord ? C'est-à-dire que normalement, on revient encore une fois à la notion d'équilibre, normalement, une nation se doit d'avoir un équilibre budgétaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la fin, normalement, de l'année, ou ensuite des quinquennats, etc., vous êtes censé avoir un équilibre budgétaire. Avec l'invention de la dette, c'est-à-dire le dernier équilibre budgétaire en France, c'était en 72, je crois, ou 74, 74, dans ces eaux-là. Ça veut dire que depuis cette date-là, un pays comme la France perd de l'argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vie, par exemple, des gens, la vie que nous vivons, n'est pas en fait une réalité. C'est altéré par de la dette. Parce que si à chaque année ou chaque quinquennat, vous respectiez cet équilibre budgétaire et que vous rajoutiez pas 20%, 30%, 40%, aujourd'hui on doit être à 120%, et encore si vous comptiez tout, on serait certainement à 150%. Eh bien en fait, notre manière d'aborder
le monde politique changerait, parce que nous sommes en fait compensés, nous sommes abreuvés grâce à ça, et ça altère le monde dans lequel nous vivons. Parce que si en fait à la fin de l'année vous aviez un équilibre budgétaire qui était obligatoire, et ben en fait à la fin de l'année vous vous apercevez que vous avez perdu 40% de pouvoir d'achat parce que votre monnaie elle aurait dégringolé quand vous vous retrouvez sur les mécanismes d'ajustement des monnaies. C'est à ça qu'a servi l'euro, à ne plus voir ces différences-là notamment. Bon voilà. Bon, je veux pas trop rentrer longuement là-dedans, mais c'était pour avoir l'idée. Voilà. Donc le monde dans lequel nous vivons maintenant, donc est tronqué et quelque part truqué par la dette, puisqu'en fait les gens ne vivent pas c'est la réalité, puisqu'en fait la dette transfère, si vous voulez, le vote aux générations qui suivent. Voilà, parce que au lieu de vivre une politique, par exemple, on a mal voté. Bon, à bien des égards, c'est ce que nous faisons. Le problème qu'il y a à la fin du quinquennat, c'est quoi? C'est que votre vie a baissé, vos conditions sociétales et vos conditions financières, etc. Votre qualité de vie a baissé. Mais en fait, par la dette, vous transférez en fait votre vote à vos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. C'est-à-dire que la réalité que nous vivons, nous ne la payons pas, puisqu'en fait, on a transféré nos mauvais choix, on va les faire vivre aux enfants et aux descendants, parce que c'est un transfert de souveraineté. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Voilà. Donc ça fait partie des fondements à comprendre. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez envoyer quelques questions, on peut. Sinon, j'ai plein d'autres sujets. Je vais regarder, je crois que j'en ai vu passer une. Si vous pouvez, vous me les avez dans la case questions. Et sinon, j'ai plein de choses. Donc si vous avez des questions, vous m'envoyez ça. Alors, je regarde s'il n'y en avait pas qui étaient passés. Alors, Sylvain nous dit, ne faut-il pas s'endetter pour investir? Alors, le problème, si tu veux, Sylvain, c'est que c'est toujours la même histoire. C'est une question de limite. Donc, je pense que c'est la réponse que toi, tu aurais donnée. Le problème, c'est que l'endettement, alors, ça nous amène dans un autre sujet. On est dans une société qui se veut capitaliste. Voilà. Pour moi, elle n'est pas capitaliste dans le sens où, en fait, les très gros ne font jamais faillite. Voilà. Les très gros ne font jamais faillite, alors qu'en fait, le fondement du capitalisme, c'est une forme de sélection naturelle. Ça veut dire que quand une entreprise n'est pas rentable, elle met la clé sous la porte. On l'a vu avec la crise de 2008 en France. Aucune banque européenne n'a, pour ainsi dire, fait faillite et personne n'est allé en prison. Pourquoi? Parce que c'était Nicolas Sarkozy à l'époque, a voulu, eux ils vous diront, on a voulu soulever le contribuable, donc on a posé 400 milliards sur la table, tout le monde a continué. Donc en fait, le problème, c'est que comme personne ne fait faillite, mais en fait, on ne voit plus qui est rentable et qui ne l'est pas. Voilà, parce que normalement, quand vous êtes nous tous, si on crée une entreprise, si on est une TPE ou une PME, et que demain on a un problème, on va faire faillite. Et en fait, les mastodontes, c'est la fameuse théorie américaine, la too big to fail, ne font jamais faillite. Si bien qu'en fait, nous ne sommes plus dans un système qui se veut capitaliste, parce qu'il n'y a plus de sélection naturelle, parce qu'il n'y a plus de faillite. Voilà. Et donc l'endettement, bien sûr, mais c'est un endettement qui se doit d'être rationnel. Normalement, alors là, je vais vous dire une bêtise, j'oublie les chiffres. Mais après la crise de 2008, on devait être à un ratio, je sais plus, qui était de 1 pour 20. C'est-à-dire que le problème, c'est que les banques aujourd'hui, entre les fonds propres, c'est-à-dire ce qu'elles ont chez elles et ce qu'elles donnent, on est à x20, x30, x50, et je crois même qu'il y a des records à x60. Voilà. Et ça, c'est une problématique parce que, du coup, ça crée des déséquilibres. Voilà la problématique. C'est-à-dire que la dette, oui, mais au bout d'un moment, elle se doit d'être rationnelle parce qu'on doit être en capacité de la rembourser. Aujourd'hui, quand vous êtes comme la France, à mon avis, vous êtes à 140 en vérité ou 150, bon, c'est impossible à rembourser. Sans me compter que votre natalité a diminué, sans compter que toutes vos industries, elles partent ailleurs parce que vous êtes dans l'euro.
notamment, et que en fait vous avez créé de la concurrence au sein même des pays voisins. C'est-à-dire par exemple dans le sud de la France, par exemple, vous avez toute l'agriculture qui est partie en Espagne, par exemple, une grande majorité en tout cas, et on trouve que des produits espagnols. Forcément, si vous avez un coût de la main d'œuvre qui est beaucoup plus bas chez le voisin, ben en fait tout le monde délocalise et s'en va. C'est ce qui s'est passé avec les usines. Vous regarderez le nord de l'Italie avant l'euro est une machine industrielle hallucinante, et elle était même devant l'Allemagne si ma mémoire est bonne, et assez nettement. Et en fait, toutes les entreprises du nord de l'Italie sont parties en Allemagne. Voilà. Donc l'euro, parce que l'euro crée de la non-concurrence au sein de l'Union européenne, si vous voulez, enfin de l'Europe. Voilà. Donc voilà pour cette parenthèse sur la dette. Je regarde pour d'autres questions, pardon. Hein. Alors il y a quelqu'un qui demande, c'est comment ton... Ouais, Couli, je crois qu'il était là la dernière fois. Couli nous demande, faut-il essayer de défendre son point de vue autour de nous, ou plutôt éviter le sujet de la politique? Le problème, c'est que c'est un peu comme la religion, c'est devenu des sujets qui sont impossibles à traiter parce qu'en fait, ils déchaînent les passions. Voilà, donc les gens s'emportent et ne sont pas forcément capables d'être rationnels. Voilà. Le problème, il est là. Par exemple, vous voyez, moi, il y a un sujet que j'aimais bien traiter ainsi, par exemple, la gauche, la droite. Là, vraiment, on va s'amuser. Hein, c'est pour. Je vais vous faire un topo, par exemple. On va faire une histoire que j'aime bien prendre. Vous partez en vacances, vous choisissez vos amis là. Vous partez je sais pas si vous en avez tous 10. Vous partez avec 10 couples d'amis. Allez, on va dire 8. On va dire 8. Ou il pourrait y en avoir 5 que vous connaissez, 4 que vous connaissez pas. Bon, ça s'en fout. Bref, vous vous retrouvez à une quinzaine de personnes dans une maison que vous avez louée pendant une dizaine de jours. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? La nature humaine étant ce qu'elle est. Mais en fait, dans cette maison, au bout de quelques jours, vous allez voir que il y en a qui laissent traîner les affaires. Il y en a qui participent pas aux courses. Il y en a qui mettent pas la main à la pâte. Il y en a qui salissent. Il y en a qui ne participent pas financièrement, etc., etc. Si bien qu'en fait, sous ce toit, au bout de quelques jours, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va commencer à critiquer peut-être les 2 ou 3 ou un qui ne contribuent pas comme il le faudrait à la maison. Voilà, la maison est la représentation de la nation. Si bien qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Ça va commencer à ça va parler dans le dos, ça va commencer à faire des histoires. Si bien qu'au bout d'un moment, sous le toit, ça risque de péter. Vous l'entendez bien. Là où je veux en venir, c'est que là, vous avez un système dans la représentation de cette maison-là, qui est en fait le système d'un absolu, de quelque chose d'un peu absolu, que serait l'extrême gauche, d'accord? C'est-à-dire que un ensemble d'individus cravacherait plus pour des gens qui produisent moins que les autres, voilà. Donc moi, je suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal. Je dis, est-ce que la nature humaine, et la nature notamment occidentale, parce que là on parle de nation occidentale, hein, on n'a pas les mêmes spécificités que la Chine, que les Chinois par exemple. En Chine, ils sont déjà plus permissifs à ce sujet. Est-ce que en fait, ce mode de fonctionnement-là est compatible avec les occidentaux d'aujourd'hui? Moi, je pense que c'est compliqué, vous voyez, de le faire valoir, parce que vous pouvez avoir dans la maison un être ou deux qui soit extrêmement tolérant, qui consente à produire beaucoup plus ou à produire beaucoup plus d'énergie pour compenser ceux qui font moins, mais comprenez bien que ce mécanisme-là est dangereux parce que en fait, il crée de l'inégalité, et donc à partir de là, il peut amener à la destruction. Voilà, c'est ça que je veux comprendre. Et si vous transposez ça, mais déjà tenir que ces sujets-là avec les gens, c'est déjà compliqué, en fait. Voilà. Alors que rationnellement, ça veut pas dire que c'est bien, c'est mal. Ça veut dire qu'en fait, la solution n'est pas que dans le partage absolu, parce que ce n'est pas fonctionnel et ça n'est pas prospère dans le temps. Voilà. J'espère que j'ai répondu partiellement à cette question. Ensuite, Marcel qui nous dit: la vie politique actuelle n'est-elle pas qu'une pièce de théâtre pour occuper la population dans une illusion de démocratie quand les dirigeants sont imposés par l'État profond? Beaucoup. Alors là, on revient vraiment dans la mécanique de la vie. C'est-à-dire que pour moi, le monde dirigeant est en fait consenti par l'intelligence supérieure, donc par Dieu, comme je le répète inlassablement dans la mécanique de la vie, pour créer des paramètres. Voilà, parce que pour que notre expérience de jeu soit la plus bénéfique, elle se doit en fait d'être vécue de manière pleine. Et pour être vécue de manière pleine, il faut qu'elle soit dynamique. Et donc dynamique, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il y ait le bordel.
Voilà, on vous a dit vous serez renvoyé sur Terre pour être éprouvé. On n'a pas dit ça va être les Bahamas à vita aeternam. Voilà, donc pour que ce soit un peu le bordel, comme votre entraîneur, si demain il veut que vous améliorez à tel ou tel sport ou dans tel ou tel secteur de tel sport, il va vous faire forcer. Il va vous mettre dans quelque chose qui va, le muscle pour qu'il gonfle par exemple, ou même votre cœur parce que c'est un muscle, il va falloir un peu le bousculer, il va falloir le chahuter pour qu'il devienne plus puissant. Donc pour moi c'est la même chose. Donc oui Marcel. Mais complètement. Alors, pardon, alors je peux pas tout suivre parce que je peux pas lire et parler, j'en suis pas capable. Est-ce que les grandes tragédies de l'histoire, Seconde Guerre mondiale, ne seraient pas justement un réajustement de la société qui trop mal pour être rééquilibré par la démocratie? Sariel, c'est Sariel qui nous dit ça. Alors je vais le dire un peu plus proprement. Est-ce que les grandes tragédies de l'histoire, les guerres mondiales, etc., ne seraient pas justement un réajustement de la société qui par trop de mal peut être ne peut pas être équilibré par la démocratie? Très probablement que oui. Moi, en tout cas, je serais pas étonné que c'est exactement ça qui se soit passé. C'est en fait la façon dont la nature a rééquilibrer en fait les excès des humains, tout simplement. Parce que quelque part, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. À cette époque, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'en fait, ils sont rentrés dans un déséquilibre profond, et en fait, ce déséquilibre profond a coûté à l'Europe la Seconde Guerre mondiale. Voilà, pour les remettre dans un équilibre pendant un temps. Voilà, donc complètement, même factuellement, sans parler de choses très compliquées. Alors, je continue. Veuillez m'excuser. Alors, Robin qui nous dit, faut-il s'engager politiquement? Ça dépend en fait de moi personnellement je trouve que non parce qu'en fait le problème c'est que vous arrivez à un moment donné où c'est tard où c'est tard parce que c'était dans les années 70 qu'il fallait que l'humanité se réveille. Normalement les années 70 pour moi c'est un peu le moment clé, on va dire dans les années récentes, je parle pas parce qu'il y en a sinon qui vont nous renvoyer à bien antérieurement aux révolutions françaises, etc. Mais on va dire pour le monde qui nous concerne un peu plus, c'est les années 70. En 70, vous avez tout. Vous avez 68, déjà, qui est un peu la destruction de la famille traditionnelle. On passe sur un nouveau modèle à partir de 68. Vous avez quelque chose d'extrêmement fondamental que les gens oublient en permanence, qui sont les accords de Bretton Woods, le lever des accords de Bretton Woods, parce qu'avant Bretton Woods, je rappelle que normalement, la masse monétaire qui devait être émise devait être fonction en fait des réserves d'or que vous aviez. C'est grâce à ça aujourd'hui que vous vous retrouvez à avoir des gens qui possèdent de l'humanité entière, enfin la moitié de l'humanité, parce que ils ont la propriété. On peut imprimer toute la masse monétaire sans avoir l'équivalent en or. Voilà. Et donc ça, c'est les accords de Bretton Woods. Donc ça, c'était dans les années 70 aussi. Vous avez la loi du 3 janvier 73, donc en 1973, qui oblige en fait les nations à emprunter auprès de banques privées plutôt que à leur banque nationale. Et ensuite, vous avez, par exemple pour les Français, vous avez la destruction de l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire vous avez pas eu d'équilibre budgétaire depuis les années 74. Voilà. Donc c'est factuel. Tout ça, c'est factuel. Donc c'est un peu un des tournants à ce moment-là. Voilà. Et en plus, la France, par exemple, c'est là où c'est intéressant. La France a 62% de dépenses publiques. Donc en fait, la France est clairement communiste. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas se tromper. Factuellement, nous sommes dans un fonctionnement qui est complètement communiste, parce que vous pouvez pas avoir 62% de dépenses publiques et vous pensez capitaliste. Voilà. Simplement, notre vision s'altère. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il y a un système qui est en fait, tout le monde ne vit pas le même système, voilà, si je puis dire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer, sinon j'amènerai sur quelque chose de différent. En fait, on ne vit pas sous le même régime. C'est-à-dire que les citoyens vivent un fonctionnement qui est un fonctionnement avec des forts prélèvements sociaux, qui s'apparenterait à ce que, si on doit le mettre à une politique qui soit assez communiste. En fait, une micro-minorité, eux, seraient dans l'ultralibéral, parce qu'en fait, ils ne sont pas punis, parce que les entreprises sont au-dessus des lois. Voilà. Vous avez plusieurs, par exemple, on parlait des accords de Bretton Woods tout à l'heure.
les accords de Bretton Woods, vous avez de nombreuses banques qui ont été condamnées pour falsification du cours de l'or. Mais à des sommes qui sont, vous pouvez les retrouver, à des sommes qui sont complètement dérisoires. Donc ça veut dire, si je vous dis n'importe quoi, si demain vous allez voler votre boulanger et que vous piquez 1000 balles dans la caisse et que vous vous faites attraper et qu'on vous dit ça fera 10 euros, demain vous allez faire l'autre boulanger. Si vous êtes quelqu'un de mal intentionné, cela va sans dire. Bon, mais là c'est la même chose, c'est-à-dire que les sanctions sont minimes parce que grâce au statut, en fait, ils ne sont pas condamnés à hauteur de ce qu'ils produisent, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, peut-être que j'enverrai sur quelque chose de différent. Donc moi, s'engager politiquement, le problème, comme je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement tardif et que tout est très très vérolé. Donc ça paraît. Moi, je pense que c'est pas possible. Je pense que ça, vous pisserez dans un violon. Mais bon, les miracles existent, donc sait-on jamais. Hein. Alors Tango, notre ingénieur du son, quelques lives antérieurs, comment la politique va évaluer? En fait, si vous voulez, je pense que le monde n'est pas très difficile à comprendre. Il est beaucoup plus simple à comprendre, je pense, que ce qu'on l'imagine. En fait, il y a deux grandes invariables. Il y a deux choses qui ne changent jamais depuis les années d'après-guerre, quoi. Voilà. La première, vous savez, c'est un peu, moi ça me fait penser à ça, quand vous regardez NCIS ou je sais pas quoi, quand il n'y a pas de preuves, vous faites comment? Vous regardez à qui profite le crime. S'il y a rien qui traîne, vous regardez quoi? Vous regardez à qui profite le crime. Bon, aujourd'hui, il y a deux invariables. C'est que 0,01% de la population, quoi qu'il advienne, est beaucoup plus riche à la fin de l'année. Ça, c'est la première invariable. Et la deuxième invariable, c'est que à la fin de l'année, vos libertés auront baissé. Voilà. Donc ça, c'est deux choses qui vont toujours dans cette direction. C'est-à-dire là, on l'a vu avec ce qui s'est passé avec la maladie, avec le Covid. On l'a vu avec les différentes guerres, avec les différentes crises, voilà, géopolitiques. On l'a vu avec toutes les périodes Irak, Libye, ce que vous voulez. Et en fait, vous voyez que quoi qu'il advienne, à la fin, une micro-minorité est devenue beaucoup plus riche, et je parle de 0,01, on est d'accord. Et la deuxième, c'est que vos libertés auront baissé. Donc il y a deux grandes invariables. Et donc, comme je vous dis, quand on comprend pas forcément là où le monde veut en venir, il faut regarder à qui ça profite. Et ça, c'est les deux invariables. Donc, quand on nous dit comment la politique va évoluer, penses-tu? Je pense qu'elle va continuer d'évoluer dans cette direction, parce que en fait, tout est établi dans ce sens, quoi, tout simplement. Voilà. Et dans tous les cas, en fait, le problème, c'est qu'on a créé le système le plus savant qui ait jamais existé. C'est-à-dire que on a trop à perdre pour se battre pour nos libertés. C'est à ça qu'a servi, parce que souvent, il faut ramener les choses dans leur contexte. Je veux dire par là, d'où viennent les acquis sociaux? On se dit, on s'est battu pour ça. Oui, très bien. Mais en vérité, tout à l'heure, on a vu que depuis les années 70, en fait, concrètement, c'est à l'inverse de l'amélioration du bonheur des citoyens. Donc, ça veut dire que depuis 70, on a des gens qui nous gouvernent, qui ne semblent pas produire des choses dans l'intérêt des peuples. Alors que, donc en France, on a eu énormément d'acquis sociaux pendant ces périodes-là, ce qui n'est pas le cas de tous nos voisins. Je pense aux Canadiens, je pense aux Allemands, je pense aux Américains. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, ce système-là est extrêmement bien fait, mais c'est la vieille discussion de Colbert-Mazarin, qu'il faut prendre à la classe moyenne, surtout pas aux très riches, parce que sinon ils vous foutent le bordel, surtout pas aux très pauvres, parce que si leur vie est en danger, ils vont faire la révolution, donc il faut prendre à qui? À la classe moyenne. Donc en gros, à la classe qui travaille, et ce petit monde, on leur prélève un max pour donner aux plus démunis qui, comme ils auront un toit, n'iront pas risquer leur vie dans une révolution. Voilà. Et ainsi, vous pourrez durer très 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 longtemps. Voilà. Et c'est aujourd'hui le système qu'on a établi en France. Et en France, pourquoi? Parce que c'est le pays des ingérables. Voilà. Historiquement, c'est le pays des ingérables. Voilà. Et le siècle des Lumières, tu coupes la tête d'un roi, tu mets un empereur, etc., etc. Et la France, c'est un rayonnement à l'international. Donc les acquis sociaux ont permis la gestion des ingérables. Et c'est pour ça que c'est le pays qui en a certainement le plus au monde. Voilà. Donc comment elle va évoluer? Je pense qu'elle va continuer dans cette direction.
jusqu'à toucher son plafond de verre, parce qu'elle a un plafond de verre. Je rappelle qu'on a créé un monde sur de la dette, avec une croissance infinie, alors que la Terre a des ressources qui, elles, sont finies. Et donc, à un moment donné, le plafond de verre, forcément, sera touché, c'est de l'ordre des mathématiques. Et donc, la décroissance s'inscrira inévitablement. Voilà. Simplement, le problème, c'est de pas l'anticiper. Voilà. Parce que, comme toujours, les humains aiment aller au bout des choses. Voilà. Et donc, plutôt que de freiner, on accélère, ce qui fait que le mur sera pris d'autant plus violemment. Voilà. Alors, je prends la prochaine question. Alors, Simon qui nous dit, la politique démocratique est-elle vouée à s'essouffler, voire mourir? Comment aborder les prochaines élections alors que les Français ne se sentent plus représentés? Bon, franchement, les élections, comme je l'ai dit un peu en introduction, c'est un jeu de dupes, parce que vous regardez quel est le candidat qui a le plus gros financement, et en général, c'est le premier. Celui qui a le deuxième plus gros financement, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le troisième. Donc en fait c'est complètement vérolé, sachant que aujourd'hui voilà avec la démocratie représentative et deux tours, bah il vous suffit d'avoir 20% avec les médias et le conditionnement et l'éducation, le système scolaire et tout, bon mais vous arriverez toujours à avoir 20% qui votent pour ce que vous voulez. Voilà. Donc ça continuera de servir les intérêts que j'ai nommé tout à l'heure, très probablement. Mais n'oubliez pas, ce que je veux dire là, on fait pas c'est bien la gauche, c'est mal la droite, c'est mal la droite, c'est bien la gauche. Là, la dynamique, c'est vraiment d'essayer de poser un diagnostic conscient pour être adapté au monde qui nous entoure, parce que ça peut nous permettre à certains d'entre nous de mettre des petites choses en place sur le plan personnel pour mieux s'adapter justement à ces spécificités, d'une part, et d'autre part, eh ben en fait c'est pour montrer que nous sommes dans un déséquilibre profond et que tout déséquilibre à un moment donné conduit à une destruction qui recréera un nouvel équilibre ailleurs. Voilà. Et nous sommes un peu dans ce cadre-là aujourd'hui. Alors je continue, prochaine question. Alors, Benjamin nous dit, la France peut-elle créer une répartition de communautés autonomes comme en Espagne dans un but d'indépendance et d'identité? Rien ne l'empêcherait. Le problème, c'est que derrière, il faut que... Le problème aujourd'hui, si vous voulez, le fondement, c'est d'avoir coupé la souveraineté à tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'en fait, localement, vous n'êtes plus en capacité d'avoir les besoins primaires et secondaires qui sont assurés. Et ça, c'est la plus grosse dangerosité du 21e siècle, à mon avis. Voilà, parce que ça veut dire que vous avez créé un monde qui est complètement interdépendant et c'est un déséquilibre profond dans le fonctionnement de la Terre, de la biodiversité et de tout ça. Voilà. Et donc la problématique, c'est que ce déséquilibre-là, si à un moment donné il y a une crise majeure, eh ben en fait ça nous rend très très fragile, quoi. Parce que là, on n'est pas du tout antifragile à ce sujet. Parce que on est incapable de produire sans énergie. On est incapable. Bon, je vais pas rentrer dans dans l'agriculture, mais c'est ça le gros souci. Et ce que dit Benjamin, donc peut-être créer une répartition de communautés autonomes dans un but d'indépendance. Ben, on pourrait l'imaginer. Le problème, c'est que il faudrait qu'il y ait des législations locales qui germent, et à mon avis, ça sera pas consenti. Voilà, je pense que ça sera pas consenti parce que c'est contre l'intérêt comment dire, du grand capital, quoi, parce que c'est une émancipation locale qui crée des mouvements souverains, et donc la souveraineté c'est un danger obligatoirement. Normalement, si vous êtes là pour gérer des ingérables, votre but c'est pas qu'ils puissent de maîtres souverains et créer des unités locales. Ça paraît extrêmement dangereux. Donc à mon avis, il laisserait pas faire s'il y en a qui essayaient. Il y en a un qui m'a mis un tir, mais il a raison. Alors, Lucas, je répondrai un peu plus tard si tu veux bien. Que répondra quelqu'un qui nous dit extrême droite égale racisme? Ok, égale prêtre. Ah, ok, d'accord.
Ben j'en sais rien, que en fait il s'est fait conditionner. En fait déjà c'est un gros problème, vous voyez, extrême droite, extrême gauche, c'est déjà un gros problème. Déjà il y a le mot extrême. Déjà les mots ont perdu leur sens, puisqu'en fait le mot sert déjà une négativité par sa racine. Le problème aussi de ça, c'est que c'est une construction française. C'est une construction française. Je veux dire par là que, par exemple, ce qui va s'apparenter à l'extrême, enfin à de la gauche en France, peut s'apparenter à quelque chose d'extrêmement radical ailleurs. Et là, je penserais plutôt à l'inverse. Par exemple, l'extrême droite française, en fait, vous êtes dans 3/4 des pays d'Afrique, hein, vous êtes déjà en extrême gauche, quoi. Et comme il faut, vous voyez. Même aux États-Unis, le parti démocrate est déjà bien plus extrême droite que l'extrême droite française. Donc finalement, ces étiquettes nationales qui sont collées par les médias et voilà, et le groupuscule qui a l'idéologie dominante, si je puis dire. Et donc à partir de là, on vous met une étiquette, parce qu'en fait ça permet de pas avoir à discuter avec vous. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, mais montrer en fait simplement que en fait c'est un acte de conscience, c'est-à-dire que vous devez. Il n'existe pas un projet auquel on peut adhérer si dans ce projet-là il n'y a pas des choses intéressante, voilà. Et donc le problème, c'est que il faut quand même, la France a quand même réussi, enfin c'est pas vraiment la France, mais on a quand même réussi la prouesse de pas pouvoir mettre un drapeau. Je sais pas quel autre pays dans le monde ne peut pas mettre un drapeau sans se dire fasciste. Je pense que c'est l'exception au monde. Voilà, il y a qu'en France que, alors imaginez le niveau de destruction et le niveau de conditionnement qu'il a fallu produire pour en arriver là. Voilà. Donc c'est une aliénation, hein. Vous allez dans les pays en Irlande, il y a énormément de drapeaux, je trouve, hein. Tous les pays scandinaves, alors eux, ils sont à bloc, même en Espagne, je trouve qu'il y en a pas mal. Voilà. Et il y a quasiment qu'en France où c'est complètement interdit. Voilà. Donc non, ce qu'il faut essayer d'expliquer, il faut essayer de réintellectualiser les gens, mais le problème qu'il y a, c'est que le conditionnement est très puissant, et dont les gens en fait ont une telle désamour d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à ne pas être dans la norme que la société leur a dit d'être. Voilà, c'est ça le gros souci, quoi. Alors je vais prendre les autres questions. Flock qui nous dit, mais du coup, comment sortir quelqu'un de ce conditionnement? Bah écoute, bon courage, hein, bon courage. Mais après, c'est parce que le problème, c'est que la plupart des gens, on peut même pas débattre tranquillement. On peut même pas discuter tranquillement. C'est-à-dire qu'en fait, vous leur amenez les choses, comme j'ai fait un peu en introduction, un peu factuelles. Vous leur dites par exemple, aujourd'hui, bon, toi tu penses qu'on est en démocratie, moi je pense qu'on n'est pas en démocratie. Voilà. Donc dis-moi ce qui te fait penser qu'on y est, et moi je t'explique ce qui me fait penser qu'on n'y est pas. Voilà. Parce que, mais il va galérer, parce que quand tu lui dis le pouvoir doit être au peuple, hein, et que t'es à 90 ou 93, je sais plus où on en est, 49-3 sous la 5e République, que t'as le viol du référendum de 2005 où les Français ont dit non, et finalement tout ce que nous vivons aujourd'hui trouve son origine dans 3/4 dans le référendum de 2005. Donc en fait, le viol de la démocratie conduit au monde que nous connaissons aujourd'hui. Donc il va avoir un mal fou. Et donc les mecs qui aujourd'hui sont les défenseurs de ça, ben c'est les mêmes qui défendaient ces théories-là à l'époque. Voilà. Donc ne cherchez pas à sauver les autres. Essayez de discuter si vous le pouvez, et puis après c'est comme ça, hein. Zacharia, tu nous dis comment vaincre son besoin de connaître son interlocuteur afin de se sentir à l'aise. Je vois pas ce que tu veux dire, hein. Je vois plusieurs possibilités, je pense que j'ai mal répondu. Est-ce que tu peux m'amener un complément d'information, s'il te plaît? Lucas, bon, je voulais traiter sa question en fin de soirée, mais bon, allez, on va la prendre. Il dit, que penses-tu de la constitutionnalisation de l'avortement? Moi, j'ai pas d'opinion particulière là-dessus, parce que là, on va tomber dans la religion. Moi, ce que je peux alors déjà, je pense qu'il y a d'autres priorités. Voilà. Je pense qu'il y a bien d'autres priorités. Je pense qu'au bout d'un moment, voilà, il y a 3 jours, il veut, enfin, il y a une sortie de Macron qui veut envoyer les Français en Russie.
Vous êtes enfin comme j'ai dit la dernière fois, vous avez un 6e continent de plastique, hein, vous avez une destruction massive de la biodiversité, vous avez des cassures dans toutes les nations. Enfin, je pense que t'es endetté à 140%, il y a toutes les entreprises en France, elles le ferment, t'es perfusé par de la dette. Bon, je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment d'autres chats à fouetter. Voilà. Le problème, si vous voulez, de ce sujet-là, c'est qu'il faut revenir à la genèse, c'est-à-dire que si la nature, hein, elle a un équilibre. Le grand livre, c'est toujours la nature, et la nature est pleine d'équilibre. Aujourd'hui, tout ce qui va concerner par exemple la contraception, évidemment que demain, si une femme se fait violer, on lui souhaite de pouvoir avorter. Évidemment que si peut-être t'es pas en âge et que t'as eu un bug X ou Y, que tu vas avorter, je vois pas le problème. La question pour moi, je pense qu'elle est pas là. Le problème des humains, c'est que dès que vous leur donnez une possibilité, en fait, on commence à se servir des choses de manière outrancière. C'est-à-dire, on n'a plus d'égard ni de respect pour la vie, on va dans l'extrême. Et c'est ça qui est un peu dommage avec ce sujet-là, une fois de plus, c'est que le problème, c'est pas avortement, oui, non, c'est bien, c'est mal. Le problème, c'est qu'en fait, faisons des esprits sains, et comme ça, en fait, on fera les choses avec raison, avec dignité, et comme ça, à 14 ans, on va pas aller faire n'importe quoi avec n'importe qui. Voilà, parce qu'en fait, on se dira, oui, c'est quelque chose d'intime, oui, c'est quelque chose de rationnel, je veux trouver quelqu'un d'important pour moi, etc. Donc, je pense qu'en fait, ces sujets-là, en fait, ils naissent de nos aliénations. C'est parce que nous sommes dans une société qui est la plus confortable, certainement, de l'histoire de l'humanité, en tout cas en apparence. Et le problème, c'est que l'humain dans le confort s'aliène. Comme toujours. Et donc, parce que comprenez, si demain vous avez un pays voisin et vous allez vous faire la guerre, est-ce que vous allez vous poser des questions de véganisme quand vous aurez pas à manger? Moi, je suis ni pour ni contre, j'en ai rien à foutre, honnêtement. Voilà. Est-ce que vous allez vous poser des questions d'avortement si c'est à mettre dans la Constitution, si demain il y a un bordel comme ça? Il y a un effondrement important économique ou quoi? Est-ce que vous allez poser ces questions-là? C'est-à-dire, la plupart des sujets de société aujourd'hui naissent parce qu'en fait, nous sommes dans une période d'aliénation où en fait le trop de confort nous font nous poser des questions. Si vous voulez, la dépression, etc. Bon, je vais tirer un peu un raccourci, mais je veux dire, quand les arrière-grands-parents ou les grands-parents étaient dans les tranchées, ils ont pas le temps de se demander s'ils sont malheureux. Vous voyez le truc. On est tous assujettis à être tristes, hein. Je donne pas de leçons, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous voyez le truc. Ça veut dire qu'en fait, nos aliénations naissent dans un excès de confort. Et les questions que nous nous posons sont des questions, en fait, d'une société de confort. Et si on nous extrait de ça et qu'on nous ramène à la rationalité, en fait, de la sélection naturelle, parce qu'en fait, notre monde aujourd'hui n'obéit plus aux lois de l'univers. C'est-à-dire que l'ordre établi, que j'aborde continuellement avec la mécanique de la vie, n'est plus. Puisque la sélection naturelle, en fait, qui est la rencontre en fait des divergences et des différences, en fait ne se fait plus. Elle ne se fait plus parce qu'on a créé un monde où on a alors la bombe atomique entre nous a énormément aidé, quoi qu'on vous dise, hein. La bombe atomique a permis de pacifier tout le monde. Voilà, ça a calmé le jeu directement, ça a fait l'arbitre. Et depuis, si vous voulez, on est dans ce monde où la sélection naturelle est éteinte. Voilà. Mais si demain la sélection naturelle vient retaper à la porte, et elle reviendra taper à la porte parce que c'est mathématique. On est dans le monde qu'on a créé a été un monde en croissance permanente, comme je dis tout à l'heure, alors que les ressources sont finies, ne peut qu'à un moment donné arriver à son terme et donc trouver un équilibre ailleurs. Voilà. Et donc cet équilibre, ça s'appellera la sélection naturelle, où il y aura des confrontations obligatoires. Je vous dis pas forcément entre les individus, mais ça peut être entre des nations, ça peut être devant les ressources, ça peut être entre eux, ça peut être sous bien des possibilités. Je vais pas m'amuser à spéculer. C'était pas l'objet. Voilà. Et là, en fait, la sélection naturelle va retourner au cœur des lois de l'univers. Voilà. Et des hommes. Et c'est là qu'en fait, on verra où nous en sommes, et qu'est-ce qui était mieux et qu'est-ce qui était moins bien, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était mauvais, et qu'est-ce qui était sage et qu'est-ce qui ne l'était pas. Voilà. Et donc, je pense qu'on a créé un monde qui n'est pas prospère et donc qui sera confronté à des déséquilibres qui les conduiront à une forme de destruction qui amènera une construction différente par la suite, bien sûr, comme toujours dans les lois de l'univers, parce que nous n'aurons pas considéré les spécificités de la nature humaine pendant trop d'années, en fait. Voilà. Nous aurons agi, en fait, nous serons devenus des êtres que d'émotions, des êtres sans raison,
Et le problème, c'est que quand on n'agit pas avec raison, eh ben en fait, on conduit à la destruction soit de la civilisation, soit de la nation, soit de l'ordre établi, pour que il aille s'établir ailleurs. Voilà. Alors, je passe à la prochaine question. Alors, celle-là, ok. Alors, j'ai pas du tout suivi si vous m'en avez envoyé d'autres. Je regarde rapidement. Ok, je lis, désolé, ça vous fait un petit peu d'attente. Je fais au mieux. Ok, vous pouvez envoyer les questions dans la case questions, hein, et j'en ai d'autres là qui sont devant moi. Alors, Tom qui demande, que penses-tu, je reformule ta question, hein, que les gouvernements puissent avoir accès à vos données numériques, hein, conversation, appel téléphonique. Alors Thomas a raison, hein, enfin je présume que c'est Thomas, a raison effectivement. Depuis récemment, d'ailleurs il y a une loi qui a été votée à cet effet, je me souviens plus exactement l'intitulé, mais bon, en somme, maintenant on peut prendre votre téléphone sans avoir besoin, enfin on peut le consulter sans avoir besoin d'un référé, sans avoir besoin d'un référé à la justice préalablement, etc. Voilà. Ben le problème, c'est à vous de déterminer si vous considérez que l'État est votre ami ou pas. Voilà, si vous considérez que l'État est votre ami, bah écoutez bien à vous. Si vous considérez que la liberté, c'est que en fait, du moment que je respecte les fondamentaux, eh ben l'État n'a pas à venir à mettre ses gros doigts dedans. Bah peut-être que vous serez en opposition à ça. Moi personnellement, évidemment que je pense que c'est une atteinte profonde aux libertés individuelles. Voilà, il y a bien d'autres choses à faire avant ça. Mais comme je l'ai dit à un moment donné, il y a deux invariables, hein, ne les oubliez pas. Quoi qu'il advienne, à la fin de l'année ou des mois, il y a 0,01 seront devenus infiniment plus riches, qu'il y ait eu une crise majeure ou pas, qu'on ait pu échanger avec d'autres pays ou pas, qu'il y ait un effondrement de la monnaie ou pas, et vos libertés auront baissé. Voilà. Donc c'est les deux invariables, hein, qui continueront. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Ouais, là, Thomas nous répond, évidemment, c'est pour nous protéger. Non, mais évidemment, mais le problème des humains, c'est qu'ils pensent qu'en fait, on peut, liberté et sécurité, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous êtes obligé de choisir, parce que c'est un des fondements de la nature, en fait. C'est un des fondements de la nature. Celui qui veut de la sécurité n'aura pas de la liberté. En fait, il y a un compromis à trouver entre les deux. Voilà. Et normalement, justement, on est encore dans une notion d'équilibre, puisqu'en fait, trop dans l'un ou trop dans l'autre, en fait, ça crée une destruction. Donc, obligatoirement, on est obligé de trouver un compromis entre les deux. Alors, je vais avoir une question en amont. Ok. Zacharia qui nous précise ce qu'il disait tout à l'heure. Ah oui, Zacharia, ok. Alors on n'est pas trop dans le sujet. Si tu veux, Zacharia, ce que tu fais, tu m'envoies un message sur Insta et je te réponds en off parce que c'est pas exactement ce sujet-là ce soir, mais c'est un peu cousin, mais je t'y répondrai avec plaisir. Alors, les gouvernements ont délaissé le social pour le sociétal, surtout la gauche. Hein. Je pense que ça explique toutes ces choses inutiles comme l'inscription de l'avortement. Oui, parce qu'en fait aujourd'hui on est dans un projet, c'est un projet de société. On n'est plus dans un projet. En fait, on veut que nos émotions et nos comment dire. On veut que nos émotions et nos idéaux, en fait, créent des règles, tout simplement. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc effectivement, on est en train de se construire dans un monde où en fait, ce qui nous plaît, ce qu'on ressent doit fabriquer des lois, ce qui à mon avis est une erreur philosophique fondamentale, parce que justement si un pays voisin lui est resté rationnel, eh bien le problème c'est que quand les lois de l'univers vont venir taper à la porte, et j'entends par là la sélection naturelle et l'ordre établi, eh bien en fait la confrontation ramènera celui qui s'est trompé à
en fait, celui qui s'est trompé, ce sera le plus puni, en fait, tout simplement. Donc c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça qui est un peu dommage. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais plein d'autres sujets, mais je veux pas, comme je vous dis, c'était juste manière de s'amuser à faire une parenthèse, parce qu'on me l'a demandé régulièrement, donc je la fais. Je verrai si il est publié ou pas, je réécouterai, je verrai si c'est satisfaisant et si on sort pas trop de la mécanique de la vie. Voilà, je regarde ce que vous me dites. Voilà. Flock qui nous dit oui, c'est la pensée. Bon, je vais pas le nommer, manière de pas tomber dans ces théories-là, mais ce qui veut dire, c'est qu'en fait, il y a une volonté. Ça, j'ai déjà abordé X fois, de nier Dieu. Voilà. De nier la possibilité d'une origine créatrice. Et en fait, le problème, c'est que toutes les constructions depuis très longtemps aujourd'hui, que ce soit de la société comme des individus, en fait, sont là pour nier l'ordre établi, qui est ni plus ni moins que les lois de l'univers qui sont très certainement orchestrées par Dieu. Voilà. Et donc aujourd'hui, tout ce que nous fabriquons, en fait, c'est pour nous passer du divin en vérité, voilà, parce qu'en fait on ne veut pas respecter les règles parce que on veut kiffer. On veut kiffer. Et le problème, c'est que ça nous amène dans des folies, quoi. Voilà. Et que nous payons ensuite, parce que souvent, moi, je suis un enfant des années 80, ouais. Et donc, nous, on a vu en fait la naissance. Bon, et bien d'autres d'entre vous, justement de certains décalages. Et moi, je me souviens, je voyais chez ces individus justement la naissance de profils un peu hors du commun, qui étaient des exceptions. Et ces exceptions commencent à se généraliser. Et moi, quand je les voyais, je me disais, j'aimerais pas être à sa place, parce que vous sentiez un profond conflit d'identité, vous sentiez que la personne n'était pas bien, voilà, dans le fond, quoi. Voilà. Et à bien des fois, les années les ont punis par la suite, parce que en fait, le problème, c'est que il ne faut pas vouloir transcender une souffrance. Voilà, si une société te dit ouais c'est normal, continue comme ça, mais attends, si c'est sa souffrance, il faut essayer de s'occuper de sa souffrance. N'essayez pas d'expliquer à sa souffrance qu'elle a raison d'être, ou de la rendre encore plus puissante qu'elle elle ne l'est déjà, quoi. Voilà. Ok, je regarde vos autres questions. Ouais, Lucas, complètement. On est d'accord qu'au bout d'un moment, voilà, il risque d'avoir un retour du concret. Je regarde vos questions en off. Ok, il y a Nils qui nous dit, c'est ce qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire la coupure, l'autorisation de l'État à nous couper de l'accès aux réseaux sociaux pour quelque raison que ce soit. Effectivement, c'est devenu une atteinte aux libertés, puisqu'aujourd'hui, dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, en fait, c'est un problème avec la liberté d'expression. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, la France fait partie des champions à ce sujet. Pour un pays de liberté, quand même, ça fait un peu tâche. Voilà, et le problème aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des lois récentes qui viennent de passer encore à ce sujet, où en fait ils ont le droit de couper n'importe quoi. Donc ça veut dire que la liberté d'expression n'est absolument pas respectée, parce que par souci de ce que doit représenter le bien et ce qui est autorisé et non d'être dit et fait. Donc effectivement, aujourd'hui, on est très très loin de la liberté d'expression, et on a de leçons à donner à aucun autre pays, ça c'est très clair. Alors j'aurais une autre question, pardon. Ok, il me dit, en fait il me dit pas d'autres questions. Ok. Mais le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, nous nous exposons. C'est un peu notre société s'expose parce qu'en fait, elle ne respecte pas les lois naturelles. D'une part, elle ne respecte pas l'ordre établi. Elle a créé ce qu'on va appeler des faux prophètes, c'est-à-dire des choses qui passent avant la rationalité. Voilà, et avant les probabilités. Et donc aujourd'hui, voilà, nous sommes dans une construction où ce monde n'est ni plus ni moins que un monde qui est orchestré, comme je le dis à chaque fois, pour nous éprouver, pour que nous évoluions dedans. Nous devons en fait à ce titre le comprendre, nous y adapter autant que possible et faire ce que nous pouvons à l'échelle déjà individuelle pour justement pouvoir rester libre dedans. Voilà. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je regarde vite fait si j'en ai pas loupé.
Bon, en tout cas, pour l'instant, on a arrivé à tenir le sujet sans dévier. Donc, écoutez, je suis assez content. Vous assurez, vous êtes pas trop dans l'emportement, vous régalez. Si vous avez une paire de questions supplémentaires, et sinon, bah, écoutez, on se souhaitera, comme à chaque fois, une bonne soirée. Lucas nous dit, penses-tu que le menhir, je sais pas qui c'est le menhir, était le dernier homme politique capable de nous sortir de ce déclin? Mais en fait, je pense que, en vrai, le monde, il faut pas croire que c'est très compliqué. Je pense qu'on nous fait croire que c'est compliqué parce qu'en fait, on nous parle de conséquences et pas des causes. Et c'est ça qui est déplorable dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que, on a une pensée qui est une pensée religieuse, en fait, du monde et de la politique. Voilà. Et c'est toute notre erreur. Mais en fait, c'est-à-dire l'origine de ce qui fait fonctionner notre civilisation, enfin, ou notre société ou notre nation, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas 10 000 trucs. Faut pas croire, en fait. Faut pas croire qu'il y a 10 000 trucs. Demain, quelqu'un qui aurait une réelle volonté, si on lui mettait pas des bâtons dans les roues, et évidemment, aujourd'hui, vous ne pourriez pas le faire, donc ce que je dis, hautement spéculatif, vous pouvez le faire. En fait, il faut juste comprendre comment, les spécificités de votre nation. Les spécificités d'une nation, c'est quoi? C'est que, tout le monde doit pouvoir avoir un taf. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le seul truc qui a fonctionné, c'est le petit capitalisme, d'accord, hein, pas le capitalisme entre copains comme aujourd'hui, hein, parce que le capitalisme, je l'ai dit en introduction, c'est celui en fait c'est la récompense de la prise de risque. Hein. En fait, vous faites des profits parce que vous auriez pu tout perdre et parce que vous avez pu tout perdre, vous êtes récompensé. Mais si vous ne faites jamais faillite parce qu'en fait vous avez plein de bons copains, et ben en fait vous êtes plus dans un système capitaliste. Donc aujourd'hui nous sommes dans ce système-là, mais ça c'est les 001 qui sont là-dedans. Nous, les TPE, les PME, les petits entrepreneurs, nous serions dans quelque chose qui est encore capitaliste, c'est-à-dire si vous faites des conneries, ben vous allez faire faillite. Bon. Donc déjà, il faut comprendre que il faut récompenser la prise de risque, il faut récompenser la création. Pour ça, vous ne pouvez pas faire autre chose que ne pas vous créer de fausses concurrences, d'accord? Donc vous ne pouvez pas être en concurrence avec vos voisins. Vous pouvez pas. Donc ça veut dire que vous pouvez pas avoir la même monnaie que votre voisin, parce que vous avez la même monnaie, vous êtes en concurrence avec lui, parce que vous n'avez pas les mêmes coûts du travail. Donc ça veut dire quoi? Que vos usines ou vos entreprises, elles vont délocaliser, elles vont aller ailleurs. Donc déjà, ça aussi, vous pouvez pas le mettre en place. Ensuite, vous pouvez pas avoir une législation qui corresponde à tout le monde. Donc vous pouvez pas être par exemple dans un truc comme l'Union européenne, parce qu'il y a une législation qui sera prédominante, parce que la législation de l'Union européenne prédomine sur le droit national. Donc vous pouvez pas non plus faire une spécificité pour vos agriculteurs qui peut-être ne sont pas exactement les mêmes que les voisins, ou votre industrie, ou votre relief, ou parce que vous n'avez pas le même nombre de fonctionnaires que votre voisin. Alors c'est pas bien, c'est pas mal tout ce que je dis, c'est juste qu'en fait si vous avez plus de fonctionnaires, ben ça veut dire que le secteur privé doit supporter le prix de la fonction publique, et donc quand vous arrivez sur le marché commun, je vous dis souvent, si on prend les exemples des Allemands, qui eux en ont beaucoup moins, c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal, c'est que du coup, ben ils ont un plus bas coût du travail, parce qu'en fait le secteur privé doit en fait compenser le secteur public. Vous voyez le truc? Et là, ça veut dire que les usines françaises vont se barrer en Allemagne. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, en fait, il n'y a pas 10 000 trucs. Il y a l'aspect économique, hein, et après il faut recréer un projet. C'est-à-dire que en fait, la France, elle avait, si on veut, on a tout ce qu'on veut. On a des tonnes de sportifs d'énorme qualité, qui en plus ont des origines qui peuvent être des origines parentales ou des arrière-grands-parents qui sont tout autres. Donc c'est super, on aurait pu très bien surfer sur des vagues pour créer en fait une unité derrière le drapeau et derrière son histoire. Si on veut, il y a aucun problème. Je veux dire, on est arrivé... Non, j'allais m'emballer. On arrive à faire ce qu'on veut en 2 temps, 3 mouvements. D'accord? La période du Covid nous l'a montré. On arrive en très peu de temps à faire adhérer à plein de choses, d'accord? Et les Coupes du Monde nous ont montré aussi qu'on était capable de fédérer quand on le souhaitait. Donc en fait, il suffit qu'il y ait une volonté de le faire, en vérité. Donc si vous vous occupez de la cause de tout, c'est-à-dire en fait, vous reprenez votre droit national, vous reprenez votre monnaie, vous faites une politique qui soit spécifique aux spécificités françaises, etc., etc. En fait, et surtout, vous faites une vraie égalité devant la loi, parce que le problème de la France, c'est qu'on n'est pas égaux devant la loi. Hein. On l'est en théorie, mais on l'est pas en pratiquant, hein, parce que si vous vous trouvez face à une multinationale, vous allez perdre. Et que ceux qui fassent des conneries soient vraiment punis. Bon, après, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on pourrait aller plus loin que ça. En fait, il n'y a pas beaucoup de causes.
faut comprendre qu'il y a beaucoup de conséquences à très peu de causes. Et aujourd'hui, en fait, on est toujours en train de nous parler des conséquences et pas des causes. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le sujet est extrêmement compliqué et qu'on a besoin d'un homme providentiel qui comprendrait tout. Mais en fait, il n'y a pas tant de choses que ça à comprendre. Voilà, il n'y a pas tant de choses que ça à comprendre. Regardez en Suisse. Regardez en Suisse. Mais par exemple, le truc insurmontable, c'est l'euro. Bon, en Europe, vous avez qui a pas l'euro? Vous avez, je crois, le Danemark. Vous avez la Suisse, vous avez la Norvège, vous avez la Suède, que des pays qui se portent mieux que nous, quoi. Donc en fait, le problème, c'est de pas comprendre qu'on fait avec ce qu'on a. Voilà. Si, en fait, vous amenez des possibilités à des hommes, soyez certains qu'ils vont prendre les possibilités qui leur sont les plus confortables. Alors qu'en fait, il faut pas des solutions qui sont confortables. Il faut les mettre face à ce que nous avons. Et en fait, avec ce que nous avons, nous pouvons trouver des solutions. Voilà. Voilà. Parce que la Suisse, si demain ils avaient été peut-être dans la monnaie commune, etc., ben, ils auraient pas développé, je vous dis n'importe quoi, autant de secteur bancaire. Ils auraient eu des industries peut-être plus bas de gamme, alors qu'ils sont dans du très haut de gamme, etc. Et donc du coup, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire une main-d'œuvre élevée, un coût de la vie élevé, une monnaie haute, et ça a marché très bien, voilà. Mais il faut le faire avec ses armes à soi. Et quand on crée des fausses armes parce qu'on est dans des monnaies communes et tout, et ben c'est comme ça en fait qu'on flingue nos économies et donc tout ce qui va derrière, quoi. Je continue les questions. Flog est venu de cette chaîne. Alors là, je sais pas si tu nous suis d'habitude, je suis vraiment hors sujet. Hein, voilà, je suis pas complètement hors sujet. J'essaie de vous ramener à la mécanique de la vie régulièrement et que je pense que ce sujet-là, bon, on me l'a demandé plusieurs fois et je pense qu'il fait quand même partie intégrante de notre capacité à nous adapter à notre environnement. Et donc le discernement et la conscience veut que nous comprenions le fonctionnement du monde qui nous entoure. C'est pour ça que je fais ce live-là. Voilà. Quant à ton autre question, je n'y réponds jamais. Ça n'a rien de très personnel, mais c'est juste par volonté de pas m'étaler sur moi. Alors, je continue, je regarde s'il y a une question ou deux de plus. Tom, tu peux me rappeler ce que c'est c'est des comptes, hein, le CTO, ça doit être un compte bancaire, non? Tu peux me dire? Je sais pas. Alors, Yanis qui demande, penses-tu que les politiques font entre guillemets partie du même parti? Évidemment, puisqu'on voit que la politique menée, comme je vous dis, hein, si vraiment il y avait une politique qui à un moment donné était différente, s'il y a une politique qui était différente, évidemment que ce que j'ai dit, c'est-à-dire la deuxième variable, c'est qu'à la fin, les 0,1 seront toujours plus riches et vous aurez toujours moins de liberté. Eh ben ça, il y a des moments où ça aurait freiné ou stoppé. Obligatoirement. Ça veut dire qu'en fait, c'est tout le temps des gens qui sont consentis par ce fonctionnement-là. Voilà. Donc oui, effectivement, ce sont toujours à peu près les mêmes. Dans tous les cas, regardez, même très factuellement, donc François Hollande, Macron a été ministre de l'économie sous Hollande. D'accord, c'était un banquier en plus, et ensuite il enchaîne par deux quinquennats. Voilà, donc factuellement, bonnet blanc, blanc bonnet. Vous voyez bien que entre un Sarkozy qui se voulait de droite et un Hollande qui se voulait de gauche, bon, ben, on n'a pas vu la différence, quoi. On n'a pas vu la différence. Si, bon, non, je vais pas faire des blagues. Alors ensuite, ok, ça c'est bon. Bon, merci à tous. Je vais regarder en dessous. Merci Marcel, en tout cas je suis content que ça te plaise. Je continue les amis. Si vous avez une paire de questions en plus. Alors Kouli qui dit vive la prise de risque, hein. Où en est-il pour ceux qui n'en prennent jamais? Eh ben en fait on a créé la France est une spécificité mondiale où en fait on ne récompense pas celui qui prend des risques, hein, c'est-à-dire c'est l'entrepreneur, hein, voilà, parce que c'est celui à qui on va prendre le maximum. Et on va récompenser celui qui ne produit pas. Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose qui est complètement, qui est extrêmement communiste. Voilà, on est dirigé par des gens en costard, mais qui finalement font tout ce qu'ils en apparence détestent. Voilà.
Donc ouais, pas prendre de risques. Bah en fait, au bout d'un moment, mais c'est juste que la coupe est peine et que effectivement, ça crée une distorsion au sein même de la société parce qu'en fait, il y a un pays qui a deux vitesses et il peut pas toujours avoir les mêmes qui sortent la tête de l'eau des autres, effectivement. Et donc au bout d'un moment, ça créera une cassure. Voilà. Ok Tom, c'est des comptes. Ok, ok. Bah en fait bon là on s'éloigne un tout petit peu mais les comptes, le problème si vous voulez le problème c'est pas la taxation. Enfin si, le problème c'est la taxation, c'est qu'en fait il faut absolument que la prise de risque soit récompensée. Voilà, ça c'est le fondement de si tu veux créer un esprit d'entreprise et une dynamique dans un pays, il faut que il faut que ce soit vraiment les fondements de tout quoi. Voilà, c'est vraiment la base. Voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui tout est complètement faussé. Vous voyez là en ce moment on vit une période qui est particulière puisqu'en fait vous avez le conflit ukrainien, vous avez le conflit palestinien. Vous avez d'autres conflits dans le monde, c'est-à-dire que la plupart des économies occidentales sont en récession et vous avez les marchés financiers qui se portent extrêmement bien. Donc là où je veux en venir, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'on n'est plus dans un système qui se veut capitaliste, parce que là, le seul truc qui intéresse aujourd'hui les très grandes entreprises et les marchés financiers, c'est ok, est-ce que si demain je spécule de trop et je fais une connerie, est-ce que vous me repêchez? Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent savoir. Et la réponse est oui, puisqu'il le montre systématiquement, on l'a vu l'an dernier avec le Crédit Suisse. Voilà. Donc il n'y a plus de prise de risque, donc une toute petite partie ne vit plus dans un monde capitaliste. En fait, ils vivent dans un monde qu'ils ont fabriqué et qui est à leur avantage, quoi. Voilà. Ensuite, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y en a qui a une dernière question? Je vais lire les deux petites bêtises que j'avais notées sur mon calepin au cas où. Et sinon, bah écoutez. Tout à l'heure, je pensais qu'on allait en rester là, puis finalement, vous avez trouvé plein de nouvelles idées. Je regarde un dernier truc, c'est un point que j'ai pas abordé, que je voulais faire. Bon, comprenez que j'essaye de pas rentrer dans quelque chose de trop politique, voilà, parce que c'est pas le but. Je veux pas politiser la mécanique de la vie. Simplement, comme je vous ai dit, je voulais intellectualiser le truc et essayer d'être le plus rationnel et le transposer, voilà. Ah ben Maxime, salut Maxime, qui nous demande. Alors Maxime, il arrive en cours de soirée. Il arrive en cours de soirée. En fait, Maxime, si tu veux, c'est un petit peu le sujet du live, c'était de montrer qu'en fait, il n'a pas de. Pour moi, il est très probable que vous tombiez sur un homme providentiel. Voilà, simplement parce que ils ont fabriqué en fait un fonctionnement qui empêche l'homme providentiel de germer. Voilà, et d'arriver. Voilà, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le processus démocratique, la démocratie représentative, etc., fonctionne de telle manière à ce qu'en fait il n'ait pas l'amplitude finalement de ses décisions. Donc il ne pourra pas, soit en fait il ne sera pas connu, soit il sera discrédité. Voilà, parce que vous l'avez vu, et encore que on parle de Strauss-Kahn, qu'ils ont fait sauter quelques semaines avant les élections. Je vous le rappelle. Voilà, et c'est le cas de le dire, sauter. Vous avez eu aussi, comment il s'appelait, pas Villepin, avec l'histoire des costards. C'était certainement, s'il y en a un qui s'en souvient, c'était la première élection de Macron, je pense. Ils l'ont fait sauter quelques semaines avant avec une histoire de costards. Voilà, comme si en fait pour deux costards, on n'allait pas le lui pardonner, alors qu'en fait la classe politique, si demain vous demandez le casier du vierge, vous avez plus personne à l'Assemblée. En fait, j'exagère, mais pas loin. Alors que si demain vous l'encadrez dans un centre aéré, vous avez l'obligation de l'avoir. Voilà. Donc non, le fonctionnement est extrêmement vérolé. C'est pour ça que moi personnellement, je pense qu'il n'est pas possible à un homme providentiel de germer, parce que quand bien même je veux pas trop m'étaler comme ça, mais quand bien même ça arriverait, comprenez que ils feront des pieds et des mains pour lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, ils feront des pieds et des mains pour mettre des bâtons dans les roues, parce que il ne manquerait plus que ça, que toute cette construction vienne être chamboulée par un emmerdeur providentiel qui pense aux citoyens avant leur intérêt financier. Donc personnellement, je pense que c'est pas possible. Voilà. Penses-tu que OK veut sortir de l'euro, en quoi pourrait faire partie?
J'ai pas compris la question, Charles. J'ai pas compris la question. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas avoir de changement. Le droit européen prédomine sur le droit national. Non, je dis pas de bêtises. Hein. Le droit européen prédomine sur le droit national. C'est-à-dire que si vous avez un candidat qui veut améliorer le bonheur de ses citoyens et faire une amélioration notoire, s'il n'y a pas écrit, alors après il peut ne pas le dire et le faire, on est d'accord. S'il ne sort pas de l'Union européenne et qu'il ne sort pas de l'euro, il ne pourra rien faire, puisque le droit européen prédomine. La plupart des choses qui changent dans les pays européens, c'est pas d'une volonté nationale. Hein. C'est très souvent, c'est européen. Voilà. Donc donc Maxime qui dit que ah oui, c'était Fillon, bien vu les amis. Désolé, je suis en décalage avec vous. Ouais, c'était Fillon. Voilà. Donc souvenez-vous l'affaire du costard magique. Donc voilà, l'homme providentiel, je crois pas. Je pense qu'en fait, voilà, moi mon propos, les copains, c'était ça, c'était de se dire, ok, ils ont, ça fait trop longtemps qu'ils ont les mains dedans. L'homme providentiel, je pense qu'il pourra pas nous sauver. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à l'échelle individuelle. C'est nous, comment, en fait, on peut déjà accepter que nous sommes dans un jeu, que ce jeu-là, il faut que nous adaptions. Voilà. C'est à nous c'est à nous de faire preuve de conscience, d'intelligence, l'accepter parce qu'on est là. Donc, on doit accepter. Et de temps en temps, voilà, si on peut faire des choses, pour augmenter notre souveraineté individuelle, c'est déjà pas mal parce que ça empêche justement tout ça de nous atteindre, quoi. Voilà. Nils qui veut parler du conflit ukrainien-russe. Alors le problème c'est que bon là on va toucher vraiment à quelque chose d'extrêmement religieux. Voilà. Moi si vous voulez c'est quelque chose que j'ai suivi pendant des années. Voilà. Pendant des années j'ai suivi la géopolitique. Il a toujours été très clair que en fait, j'ai vu la Russie, je vous dis pas la Russie, c'est gentil, c'est méchant, j'ai rien à foutre moi. Je vous dis, j'ai vu la Russie essayer de faire partie de l'économie mondiale, c'est-à-dire de faire du business avec les Européens beaucoup plus que ça. Je les ai vus, il me semble même vouloir faire rentrer dans l'OTAN. Donc bref, il y avait une dynamique pour devenir fraté. On va le dire comme ça. Et pendant des années, non, t'es le méchant, non, t'es le méchant, non, t'es le méchant, non, t'es le méchant. Bon, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, peu importe. Si bien qu'en fait, la limite, bon, quand vous tendez 1000 fois la main aux autres, si tu veux pas faire de moi ton ami, tu vas faire de moi ton ennemi. Donc en fait, la limite qui avait été fixée, et d'ailleurs il y a Hollande qui s'est fait piéger par, je crois, par des farceurs russes là, et on le voit qu'en fait ils avaient créé à l'époque, je crois que c'était les accords de Minsk, je crois que c'est, voilà, où en fait justement c'était pour préparer l'Ukraine à un futur conflit, c'est-à-dire qu'en somme, normalement la Russie a établi, je ne veux pas de base de mes ennemis, puisque vous voulez pas que je sois ami, à 2 pas de Moscou. Voilà, c'était ça le truc. Et donc si vous voulez pas être mon ami, je peux pas vous laisser vous installer à 2 pas de chez moi, alors que vous voulez pas de moi. Voilà, c'était la base. Donc il était évident, c'était évident que si eux ne respectaient pas ça, comme si vous alliez laisser votre pire ennemi s'installer dans votre jardin. Bon, évidemment que non. Évidemment que non. Voilà, donc c'était quand même de l'ordre d'une grande provocation, mais c'est là où c'est marrant comme le monde a inversé les valeurs. Voilà. Par exemple, il y a un exemple qui est marrant, encore une fois, je ne rentre même pas dans le truc. La Seconde Guerre mondiale. Alors la version officielle veut que ce soit les Américains qui ont libéré la France. Moi, je suis désolé. Il y a eu, si ma mémoire est bonne, 27 millions de Russes qui sont morts pour lutter contre le nazisme. Il y a eu, je pense, autour des 400 000 Américains. 27 millions 400 000. Vous voyez le truc? C'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, dire ça, c'est déjà du complotisme. Ben, c'est pas moi c'est les livres d'histoire qui le disent, c'est pas moi là en l'occurrence, vous voyez? Donc voilà, il y a vraiment une inversion en fait des choses qui est assez déroutante aujourd'hui. Voilà, et donc comme si les Ukrainiens avaient la capacité de battre les Russes, c'est encore une horreur parce que comme d'habitude ce sont pas les dirigeants qui vont mourir, ce sont les Ukrainiens, les citoyens, et on les envoie dans quelque chose qui était perdu d'avance parce que
Si vous voulez, quand vous suivez un peu, la Russie, depuis les années 70, elles ont les usines qui tournent en boucle, les usines d'armement qui tournent 24 heures sur 24, hein. Vous avez tous les documents semblent en attester. Et c'est comme la sortie, si vous voulez aussi, de Bruno Le Maire, qui nous a dit qu'il allait couler l'économie russe. Mais si vous suivez un peu l'économie, je comprends que tout le monde ne soit pas passionné par ça, mais quand vous suivez, pendant 10 ans, j'ai vu la Russie et la Chine acheter de l'or à mort sur les marchés. Depuis toujours. C'est-à-dire, vous, on vous dit l'or c'est fini, c'est de la merde, etc. Et pendant ce temps-là, vous voyez la Russie et la Chine qui font que ça, pendant plus d'une décennie. Bon, c'est né de quelque chose de spécial. C'est-à-dire que les Américains, à un moment donné, ont dit, nous, maintenant, tout échange qui se fait en dollars est régi par le droit américain. Voilà, c'est-à-dire que si demain vous êtes l'Iran et le Brésil, vous échangez quoi que ce soit avec des dollars, comme c'est la monnaie qui est extrêmement prédominante, et ben cet échange-là, puisqu'il est en dollars, vous êtes sous la législation américaine. Bon, et là évidemment, beaucoup des pays du monde ont dit mais c'est de la folie. Les Américains ils ont dit je dépense 700 milliards dans mon armée, ta gueule. Les autres se sont dit, bon, d'accord. Mais donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, maintenant, là, ils vont trop loin, il faut qu'on prépare le nouveau monde économique. Et donc, le nouveau monde économique ne pourra pas s'inscrire dans la planche à billets, il s'inscrira dans l'or. Voilà. C'est pour ça que je pense la Chine et la Russie en ont acheté à gogo sur les marchés. Et donc, notre fameuse sortie de Bruno Le Maire qui avait dit qu'il allait couler l'économie russe. Bon, on sait jamais. Moi, personnellement, j'ai rigolé. Parce que quand tu sais les réserves d'or qu'ils ont dû faire depuis ce temps-là, et sachant qu'en plus ils ont toutes les ressources, bon, mais tu vas pas faire trembler la Russie si tu veux. Voilà. Évidemment, tu peux lui mettre une bombe sur la tête. Je pense que tu y perdras parce qu'il est plus équipé que toi. Donc ça serait un peu con pour l'humanité. Mais tu pouvais pas gagner. Voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que ce conflit il traîne parce qu'en fait c'était perdu d'avance. Sachant que je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu non plus que la Russie et la Chine sont quand même un peu mariés maintenant, hein, à travers les BRICS, qu'il y a la sœur de Kim Jong-un, le Nord-Coréen, qui dans une sortie n'a pas loupé de dire que les Coréens mourraient jusqu'au, je sais plus ce que c'est un peu dans les tranchées avec les Russes si c'était nécessaire. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui vous en prenez pas qu'à la Russie, quoi qu'il advienne, voilà, parce que les autres sont assez intelligents pour savoir que la Chine sait très bien que si la Russie tombe, les prochains à qui qu'on va emmerder c'est eux. Donc ça, c'est pour ça que ce conflit est dramatique parce qu'en fait, il était à mon avis perdu d'avance. Tout ce que ça a fait, c'est des gens qui pleurent, hein, et des abominations que sont la guerre, hein, et c'était complètement inutile, voilà, de part et d'autre, que de conduire à ça, voilà, parce que c'était couru d'avance. Hop. Bon, mais écoutez, je crois que c'est bon. On a fait le tour des questions. Vous avez un dernier sujet? Chaque fois, je dis ça et puis vous arrivez à nous relancer. Si vous avez un dernier sujet qui vous amuse sur ces choses-là. Ici. Allez, j'attends 30 secondes. S'il y en a un qui a un dernier sujet ou une dernière question. Et moi, pendant ce temps-là, je lis ce que je m'étais écrit. Je regarde s'il y a quelque chose que j'avais pas oublier quelque chose d'important. Comprenez aussi un truc important qu'on oublie de rappeler, c'est que tout ce monde que nous vivons aussi, il est né dans l'informatique, hein. C'est-à-dire que l'informatique, c'est la naissance du monde moderne, hein. Voilà. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez le système économique que nous avons avec la forte planche à billets, etc., c'est parce que il y a l'invention de l'informatique. D'ailleurs, petit clin d'œil de la vie qui aime bien donner des indications. Voilà. Le premier ordinateur qui était vendu par Apple, je crois d'ailleurs, oui c'était Apple, était vendu, vous pouvez retrouver les archives, 666,66 $. Voilà, vous regarderez les archives. Voilà. Et donc le monde aujourd'hui tel que nous le connaissons a pu être ce qu'il est grâce notamment à l'invention de la micro-informatique, hein, puisque ça a permis de faire de la gestion de données, de faire les actions telles que nous les connaissons, de faire la politique de la planche à billets, etc., etc. Voilà. Allez, je vois qu'il y en a un autre. Alors Aston qui nous dit quel est le rôle de la guerre dans la mécanique de la vie. Bon là, il est coquin. Le problème, c'est, si vous voulez, il faut pas réagir de manière émotionnelle quand il y a ce genre de questions. C'est juste qu'à un moment donné,
si vous voulez, si vous êtes un programmateur d'un jeu vidéo et que des fois quelqu'un a éprouvé un niveau, d'accord, vous étiez au niveau 5 par exemple, vous avez fait le tour du niveau 5. Mais en fait, pour que je vous amène au niveau 6, en fait, je dois en fait à vous enlever, donc détruire quelque part le niveau 5 pour vous amener dans le niveau 6. Voilà. Comprenez par là que dans le jeu vidéo, il y a une destruction de ce niveau-là qui est nécessaire pour amener dans celui qui suit. Et ben, je pense que la guerre a parfois cette fonction-là, c'est-à-dire c'est de détruire un niveau pour pouvoir vous amener dans l'autre. Voilà, je pense qu'il y a de ça. Et après, pour faire payer en fait le déséquilibre, on l'a dit en début de soirée, le déséquilibre qu'a produit une nation ou une civilisation. C'est un peu le cas de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, le fascisme est le résultat d'un déséquilibre dans leur société, et ce déséquilibre-là va rencontrer la violence, parce qu'en fait c'est une destruction, donc une forme de la violence qui va aller se friter sur le voisin, et on sait ce qu'aura été la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Andrea, c'est pas que je veux pas Israël-Palestine, on va éviter. Israël-Palestine, on va éviter. Ça évitera de faire kicker la vidéo si elle finit sur YouTube. Voilà, mais bon, si vous suivez, normalement la réponse vous l'avez. C'est pas très compliqué une fois de plus. Bon, mais les amis, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir suivi ce live. S'il me convient, parce que le sujet était un peu particulier, je le mettrai sur YouTube et sur Spotify sans suivant. Merci à vous tous d'avoir participé. J'ai pas assez transposé la mécanique de la vie à mon sens, tant pis. Mais bon, au moins ça fait des synthèses à certains pour qui sont un peu moins intéressés peut-être par ces sujets-là, ou sinon ça fait des piqûres de rappel aux autres. Hein. Voilà, merci à tous en tout cas de l'avoir suivi. N'oubliez pas tout le contenu, vous pouvez le retrouver. Essayez de liker et commenter, parce que c'est très difficile de sortir des algorithmes. Donc merci à tous d'avoir été là, et à très bientôt. Merci à tous.